Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Alors Emmanuel Macron, c'est à la fois une continuité et une dégringolade. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. C'est un style qui renoue avec un style populiste, souverainiste. Excellent orateur, Mussolini harangue les foules lors de discours exaltés sur le nouvel empire romain qu'il veut créer. Nous avons redécouvert ce que les grandes nations pouvaient faire, réaliser l'impossible. Notre cathédrale nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un passé plus grand que nous, qui peut chaque jour disparaître. Et je pense que ce paradigme, ainsi compris du fascisme ou de la modernité réactionnaire, je trouve que ce paradigme nous dit beaucoup de Macron, mais également de ses congénères. En un mot, nous n'avons pas fini de parler d'immigration. Et là, on a curieusement une sorte de consensus national en disant qu'il faut contrôler l'immigration. On ne la contrôle plus. Aujourd'hui, nous avons laissé à l'extrême droite le monopole de la problématisation politique de l'immigration. Mais que les gens ouvrent les yeux. L'histoire de la France, c'est la grandeur de l'immigration. Je suis chercheur en sciences sociales du politique. J'ai longtemps travaillé au CNRS. J'ai également été, pendant une quinzaine d'années, consultant permanent du ministère des Affaires étrangères, centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. C'est important de le mentionner parce que ça me donne aussi un éclairage un peu particulier et d'une certaine manière, je connais la machine politique de l'intérieur, et notamment la politique étrangère de la France de l'intérieur. Et ensuite, à partir de 2015, je suis devenu titulaire d'une chaire, la chaire Yves Oltramar, religion et politique dans le monde contemporain, à l'IHEID à Genève. Et fondamentalement, je suis resté un chercheur publiant des ouvrages. Les deux derniers, c'est l'énergie de l'État pour une sociologie historique et comparée du politique à la découverte en 2022. Et la sociologie historique et comparée du politique, c'est vraiment ma méthode, c'est vraiment ma démarche que j'ai essayé d'appliquer à travers toute une série de textes, de tribunes que Blast a eu la gentillesse de publier pour certaines d'entre eux et qui ont donné lieu à un petit livre, le Malheur à la ville dont le prince est un enfant, publié l'année dernière en 2024 aux éditions Cartala. Alors Emmanuel Macron, c'est à la fois une continuité et une dégringolade ou un glissement, si on veut être plus gentil. La continuité, et il faut la souligner parce qu'il s'est quand même présenté comme étant l'homme des temps nouveaux, comme l'homme de la rupture. En réalité, Macron n'est que le xème avatar de la figure du thermidorien, de l'extrême centre, donc ces thermidoriens de la fin de la Révolution française qui transforme une élite révolutionnaire en classe politique professionnalisée et qui prétend gouverner la France à l'extrême centre, pour reprendre une formule en usage, et notamment, cette continuité a bien été mise en évidence par l'historien Pierre Cernat. Macron est le xème avatar de ce répertoire, de cette veine politique en France qui a donné lieu successivement à Napoléon Ier, aux Saint-Simoniens, à Napoléon III, à tout un gouvernement technocratique que l'on voit fleurir dès l'entre-deux-guerres, qui d'une certaine manière a été sous-jacent au vichisme, ou en tout cas certains courants de l'État de Vichy, mais également à la technostructure de la 4e République ou au grand mouvement de réforme amorcé par le général de Gaulle. Donc ce positionnement de l'extrême centre est assez ambivalent politiquement, même s'il a un dénominateur commun, c'est un petit peu l'autoritarisme réformateur. On fait le bien du peuple contre la volonté éventuellement du peuple qui n'y comprend rien. Bon, un peu la figure du Gaulois réfractaire sur laquelle a essayé de prospérer Emmanuel
Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, donc, c'est une continuité, parfois revendiquée, cette espèce d'imaginaire de la France éternelle, le Mont-Saint-Michel, Notre-Dame de Paris, etc. Mais c'est aussi une dégringolade, parce que très rapidement, il a basculé à droite, et dans une droite, alors qu'il prétendait dépasser la droite et la gauche, faire du en même temps. Très rapidement, dès l'été 2018, notamment avec l'affaire Aquarius, on a vu qu'il penchait à droite, et même très à droite. Là, on a peut-être commencé à relire certaines de ses déclarations pendant sa pré-campagne électorale en 2016, sa visite au Puy du Fou de Philippe de Villiers, l'hommage à la pucelle d'Orléans, la nostalgie de la monarchie dont nous serions affligés en tant que Gaulois réfractaires. Donc il y a une espèce de remugle d'un imaginaire national assez ranci dans lequel Macron s'est crispé avec des épisodes que nous connaissons bien, le court-circuitage systématique des corps intermédiaires qui débouche sur le mouvement des Gilets jaunes, parce que tous les warnings ont été désamorcés, l'affaire Benalla, et puis cette attitude très viriliste, très machiste, très provocatrice, dont il vient encore de donner un exemple affligeant avec ses remontrances à l'encontre des dirigeants d'Afrique de l'Ouest qui nous ont gentiment éconduits ces dernières années, en grande partie du fait d'ailleurs de ses propres bêtises diplomatiques. Donc c'est un style qui, insensiblement, d'année en année, renoue avec un style populiste, souverainiste. Il ne s'agit pas comme ça d'utiliser de manière un peu facile, un peu polémique le terme de fascisme, qui est un concept, mais également une réalité historique très complexe, parce que le fascisme, on pense d'abord à Mussolini. Bon, le national-socialisme, c'est encore autre chose. J'essaye d'utiliser cette notion, notamment dans le dernier texte que vous avez publié, du point de vue de la sociologie historique et comparée du politique, c'est-à-dire véritablement comme un concept. Et je reprends une méthode que j'avais précisément déjà utilisée avec Thermidor, quand j'avais qualifié de thermidoriens les révolutionnaires, par exemple russes, ou chinois, ou vietnamiens, ou cambodgiens, qui cherchaient à garder le pouvoir que la révolution, ou qu'ils avaient conquis à la faveur de leur révolution, il y a déjà de nombreuses décennies, mais qui cherchaient à libéraliser économiquement dans une certaine proportion leur pays, donc garder le pouvoir, reproduire son propre pouvoir, en se professionnalisant comme classe politique, mais également comme classe dominante et en faisant main basse sur la ville. Donc ça, Thermidor, le Thermidor de la Révolution française, nous permet de construire un paradigme du thermidorien. De la même manière, je vais prendre une définition du fascisme que je vais emprunter à des auteurs italiens, parce qu'ils sont finalement les mieux placés peut-être pour réfléchir sur ce qu'a été historiquement le fascisme, Umberto Eco, mais également Antonio Scutari, qui vient de publier un long roman documentaire, M naturellement, pour Mussolini, et qui s'appuie sur un corpus de documents historiques dont il a une parfaite maîtrise, mais qui cherche à articuler ces documents historiques à un récit qui est un récit presque romanesque, c'est-à-dire essayer d'imaginer ce qui se passe dans la tête de Mussolini, qui, d'ailleurs, un peu comme Macron, est un véritable personnage de roman. Et vous savez que Macron lui-même s'est présenté, ou s'est laissé présenter comme un personnage de roman. Et ces auteurs italiens insistent sur le fascisme comme populisme souverainiste. Et même Scutari dit, dans Mussolini, il y a deux réalités. Il y a le fascisme avec sa violence, mais il y a également le populisme comme style politique et notamment comme style de langage, un langage très concis. Et Scutari voit même dans le journaliste Mussolini, avant qu'il ne prenne le pouvoir, l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui le tweet. Bon. Et ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus le Mussolini populiste, le Mussolini publiciste, journaliste, qui séduit
l'Italie. Il ne la violente pas simplement par la violence des squadrilles, mais il la séduit par son verbe, par sa syntaxe très pauvre et par, en quelque sorte, si vous me pardonnez l'anachronisme, par ses tweets. Bon. Et Mussolini, c'est quelqu'un qui relève de ce qu'on a qualifié de modernité réactionnaire, c'est-à-dire qu'il met en œuvre l'attachement au passé, à la grandeur de l'Empire romain, les valeurs d'une Italie prétendument éternelle. Mais d'un autre côté, c'est un homme qui est séduit par le message des futuristes, Marinetti et tous ses collègues, qui insistent sur la modernité, sur la vitesse, sur la beauté de la guerre, sur l'aviation, etc., etc. Et je pense que ce paradigme, ainsi compris du fascisme ou de la modernité réactionnaire, hein, que l'on retrouve mutatis mutandis avec la révolution conservatrice et le nazisme en Allemagne ou encore avec le kémalisme en Turquie, je trouve que ce paradigme nous dit beaucoup de Macron, mais également de ses congénères, comme par exemple Giorgia Meloni en Italie. Il y a quelque chose qui est extrêmement frappant, ce sont les épousailles entre cette sensibilité populiste et souverainiste qu'incarne par exemple aux États-Unis Trump et les grands patrons de la tech moderne, à commencer bien entendu par Elon Musk. Bon. Mais ça n'est pas simplement un phénomène nord-américain. Bon, effectivement, toute la haute technologie du capitalisme américain devient trumpiste, exactement comme tous les grands barons de la grande industrie allemande ou comme le patronat italien se sont résignés au national-socialisme ou au fascisme. Et la manière dont Macron, par exemple, depuis pas mal d'années, accueille en fanfare Elon Musk, ou le flirt très poussé entre Elon Musk et et Giorgia Meloni, nous en disent beaucoup sur cette modernité réactionnaire immédiatement contemporaine. On a aujourd'hui cette espèce d'abstraction d'extrême droite qui consiste à dire le problème c'est l'immigration. Et cette abstraction, elle est de plus en plus assumée par non pas simplement l'extrême droite, mais également par la droite et même par une partie de la gauche. Et de ce point de vue, c'est la grande victoire posthume de Jean-Marie Le Pen qui vient de mourir. Son hégémonie, son projet hégémonique s'est installé dans les consciences. Et nous avons tous, par référence à la pièce de théâtre de Ionesco, nous avons tous une corne de rhinocéros qui nous pousse au bout du museau. Bon. Donc si la gauche veut répondre à cette inquiétude ou à ce désarroi d'une large part de la population française, elle doit proposer sa propre abstraction du politique. Il y a un paradoxe dans l'histoire du 19e ou du 20e siècle, c'est que l'un des grands mouvements sociaux et culturels de notre époque, depuis 2 siècles, ce sont les migrations. Les migrants se comptent par dizaines de millions. Depuis 2 siècles. Et il est très étrange que cet énorme mouvement social ait pu donner lieu à des mouvements, à des mobilisations très circonscrites et souvent très efficaces, ou ait pu donner lieu à des formes d'organisation extraordinairement sophistiquées pour assurer la circulation des migrants en dépit des politiques de prohibition de l'immigration et de répression, hein, Frontex, etc., etc. Les migrants déploie une inventivité extraordinaire pour déjouer les obstacles criminels qui sont opposés à leur circulation. Mais curieusement, les migrants n'ont jamais donné lieu à un mouvement social cohérent qui soit passé aux politiques et qui pose dans ses propres termes la question politique de l'immigration. Aujourd'hui, nous avons laissé à l'extrême droite le monopole de la problématisation politique de l'immigration. Et là, je crois qu'il faut que la gauche prenne son courage à 2 mains, assume une certaine impopularité à court terme pour faire un travail de pédagogie. Nous ne pouvons pas vivre sans le travail des immigrés. Et ça n'est pas un problème, c'est une opportunité. J'irai même plus loin.
il y a une indécence formidable dans la prohibition de l'immigration par rapport à notre propre histoire. Et ça, c'est quelque chose que nous devons expliquer à un électorat qui est tenté, qui est séduit par le discours de l'extrême droite au nom d'une certaine fidélité à l'histoire française, mais que les gens ouvrent les yeux. L'histoire de la France, et je reprends leur vocabulaire qui n'est pas franchement le mien, la grandeur de la France, au sens matériel, intellectuel, scientifique, etc., et économique, bien entendu, du terme, c'est la grandeur de l'immigration. Et je ne parle pas simplement du XXe ou du XIXe siècle. Je parle de tous ces grandes époques qu'aiment à célébrer l'extrême droite, voire Emmanuel Macron. Le XVIIIe siècle, le grand siècle, la Réforme, la Renaissance, le Moyen-Âge, tous ces grands moments de l'histoire de la France et plus largement de l'histoire de l'Europe, ce sont des moments de migration. Les Européens du Moyen-Âge, de la Renaissance, du XVIIe et du XVIIIe siècle, n'ont pas cessé de bouger. Il faut bien voir que nous avons les migrations dans nos gènes historiques, si je puis m'exprimer ainsi, et nous devons absolument réconcilier l'opinion française, y compris l'opinion de droite, avec cette positivité de l'immigration qui, encore une fois, est constitutive de notre histoire. Accueillir les immigrés, ça n'est pas trahir notre histoire, c'est au contraire l'accomplir, parce que nous sommes tous, depuis des siècles, et depuis ce Mont-Saint-Michel et cette Notre-Dame de Paris que ne cesse d'exalter Emmanuel Macron, nous sommes tous des enfants d'immigrés et des migrants nous-mêmes.